Salut les amis, alors l'autre jour j'avais fait une vidéo sur les débris qu'on avait retrouvés en Ronchem et il se trouve que j'avais acheté le livre de Jean-Claude Bourret dans une brocante et c'est La science face aux ovnis, face aux extraterrestres plutôt. Donc c'est un vieux livre de 1960, je sais plus quelle année, 17 je crois. Et dedans qu'est-ce qu'on trouve? Donc il y a, faut que je retrouve la page 200. Bon, je vais essayer de lire avec vous. Donc, il parle analyse des débris d'ovnis en France. Donc là, il parle de Ronchem. Dans certains livres sur les ovnis, on peut lire sous les plumes d'auteurs pour scrupuleux qu'un ovni s'est écrasé dans les airs du Nouveau-Mexique. Que ses occupants, les petits hommes verts, ont été tués sur le coup, que le blablabla. Donc là, il va dire qu'il va nous parler, je vais vous raconter l'étrange et très exceptionnelle affaire qui s'est déroulée dans le nord de la France en 1971. L'enquête a été menée par le très sérieux groupement nordiste d'études des ovnis, route de Béthune à l'extrême. Là, il parle du honte, donc ça commence. Enquête survenue à Ronchem. Donc le lieu, là, il nous dit que c'est un champ situé sur le territoire de la commune de Ronchem, près de l'île, à proximité de la route nationale 17. Donc c'était entre 20h et 20h30. Donc là, les conditions météorologiques transmises, il faisait beau, c'était clair. Donc là, on voit bien que le dimanche 19 septembre 1971, vers 20h15, Pierre R, témoin 1, demeurant à Ronchem, se déplace à bicyclette sur le pont de Geslo lorsqu'il aperçoit dans le ciel une altitude indéterminée, mais au-dessus des toits environnants, deux boules de feu. Donc là, on retrouve les boules de feu ayant un diamètre apparent mais difficilement indéterminable de la part du témoin présentant une coloration violette. D'ailleurs, le violette, je crois qu'on retrouve cette coloration dans le tic-tac du Nimitz aussi, ou du commandant Coyne qui a vu aux États-Unis. Aussi, lui, c'est un tic-tac, très lumineuse. Ces deux boules descendent assez lentement vers le sol. Elles descendent verticalement en restant parallèles, distantes l'une de l'autre d'environ 5 à 10 cm, à bras tendus. Les deux boules disparaissent derrière les toits. Durée de l'observation quand même 3 secondes. Il n'y a pas eu le moindre bruit. Ensuite, on a d'autres témoins observent également la descente de ces deux boules. Il s'agit de mademoiselle des Bérangères, 16 rue à Lille, qui observe 20h15 le phénomène depuis la fenêtre de son immeuble. Coloration rouge violacée. Durée de l'observation quelques secondes. Ensuite, le témoin 5, Alain, il déclare qu'en sortant dans son véhicule vers 20h15 avec son chien, le chien n'a pas de manifestarien, il entendit un sifflement moyen. Il leva la tête et vit passer au-dessus de lui à l'horizontale une lueur informe très lumineuse qui éclata soudain silencieusement et se répartit en étincelles qui retombèrent en s'éteignant. 3 secondes. Pareil, notre témoin rouge vif. Le 7, lui, se trouvait en regardant la télévision et lui, il a une étrange lumière violette sombre. Les flammes s'éteignaient et se rallumaient. C'est là qu'il voit une bruit de flammes. 6. Donc il y a un paquet de témoins quand même. Lui, ayant précédemment aperçu des objets en forme de fusée, là, il parle d'une sorte de fusée en compagnie de Madame B et de sa fille, une scène qui n'était pas outre mesure, et c'est seulement environ 5 années plus tard. Seulement, il a aperçu les flammes de 2 foyers distincts, mais à côté du champ. Donc là, c'est l'interview où j'avais mis, il est parti au café le plus proche pour signaler le sinistre. Et c'est là qu'on parle du patron du café du Tourlourou. Ils ont appelé immédiatement le commissariat, les pompiers. Donc là, à 20h25, quand les pompiers reçurent l'appel signalant une collision d'avion, 5 voitures de pompiers et 2 ambulances furent envoyées. À 20h40, les pompiers envoyaient un message de leur caserne signalant qu'il ne s'agit pas d'une collision d'avion, mais d'un feu de chaume qui avait été éteint à l'aide de pattes doigts, donc en frappant sur les flammes, et ça n'est pas... Voilà. Donc après, il y en a encore... Ronchem, soudain, l'obscur de la nuit, le champ que les traces d'un sifflet relevées, les 4 jeunes gens aperçoivent 2 boules très lumineuses, rouges, ayant le diamètre apparent de la pleine lune à bras tendus, s'élevant dans le ciel verticalement, rapidement et à une certaine altitude indéterminable. De la part des témoins, les 2 boules qui jusqu'ici s'élevaient parallèlement s'éloignent l'une de l'autre en s'inclinant vers l'horizontale et disparaissent à la vue des témoins sans ralentissement de leur vitesse et sans diminution de leur intensité lumineuse.
comme si soudainement les deux boules s'éteignaient, durée totale environ 3 secondes. Donc là, il dit qu'il ressort de l'examen de ces différents témoignages que les boules de feu, donc témoins 1, 2, 3, 4, il y a eu 4 témoins qui ont vu les boules de feu, une forte luminosité numéro 5 et 2 objets en forme de fusée, le témoin 6, ont été aperçus descendant vers leur sol aux environs de 20h05. Et que passé 20h, 2 boules lumineuses, donc à 20h15, ont été vues s'élevant. Cette fois-ci, les boules s'élèvent. Donc là, j'avais pas eu le témoignage, les boules repartent après le feu. Au point de chute apparent, personne n'a vu les boules au sol. Donc là, il y a un incendie qui s'est déclaré, la surface boulée fait examiner 30 cm, et là, on nous dit qu'il ressort que les traces font 20 mètres sur 20 mètres. Il y a 2 foyers qui sont rejoints. Bizarrement, la surface n'est pas entièrement calcinée, mais présente des bandes relativement parallèles d'herbes non brûlées, mais peu dressées. Il s'agit en réalité du seigle. La terre sous l'herbe brûlée semble durcie par rapport à la terre de l'extérieur de la périphérie, mais n'était pas noircie par le feu. Aucun impact ou trace en creux sur le sol ne furent constatés. De très petits fragments de métal fondu, donc c'est ce qu'on a retrouvé, furent retrouvés sur la surface brûlée. Ces fragments de métal ainsi que ces prélèvements de terre, d'herbes calcinées, d'herbes desséchées, ainsi que des éléments comparatifs prélevés hors des traces, furent remis à la fin d'analyse au laboratoire de la Chambre de commerce de Roubaix. Donc là, ils ont été analysés. Les journaux ainsi que témoins y avaient parlé d'une coloration violette des flammes ainsi que l'absence d'une odeur de brûlé. Voilà. Donc là, il y a le premier rapport et après c'est analysé. Échantillon résidu non identifié. Donc l'analyse, qu'est-ce qu'il nous dit? Le résidu présente un aspect métallique, plus ou moins oxydé et entaché de débris de carbone. L'analyse qualitative d'une partie dissoute dans l'acide chlorhydrique montre qu'il est formé d'aluminium, donc il y a de l'aluminium, du magnésium et quelques traces de zinc. Un dégagement d'hydrogène lors de l'attaque acide montre que ces éléments sont en majeure partie sous forme de métal. Donc ils ont recherché tous les éléments d'impureté, ce qu'ils nous ont dit manganèse, chrome, mercure, bismuth, blablabla, ils n'ont rien trouvé. Sur un premier prélèvement, ils ont obtenu les résultats suivants: cendre 84%, donc alumine, il y avait l'aluminium 42,8% et le magnésie 39%. Ce qui montre que le prélèvement aurait la composition suivante sur le premier: matériaux organiques 52,9%, l'aluminium 22,6%, le magnésium 23,6%. La partie métallique avait la composition suivante: aluminium 48%, magnésium 50%. Et l'analyse sur un second prélèvement, donc un petit bout, c'est très fin, quelques millimètres, a donné les résultats suivants: 95% d'aluminium et 5% de magnésium. Ces résultats montrent que le résidu est formé de matière organique, donc il y a des débris de carbone et de végétaux roulés, et une partie métallique présentant une très grande hétérogénéité formée de morceaux d'aluminium et de magnésium fondus plus ou moins mélangés. Le rapport de teneur de ces métaux n'étant pas constant, il peut s'agir non plus d'un alliage. Donc 4 ans plus tard, ils refont les analyses, car les finances de ce groupement modeste d'une 50aine d'adhérents ont enfin permis, donc c'est le club qui faisait les recherches, ont permis de réaliser l'analyse chimique approfondie. Donc là, c'est carrément envoyé à l'École nationale supérieure de métallurgie. Et là, c'est le 26 mai 1975, résidu d'objets volontaires. Donc là, ils ont procédé au cours du premier trimestre, c'est M. Sorez. Et là, son nombre de 3, il parle de 3 échantillons. Bon, je vous mettrai un peu le lien par la suite, je ne vais pas tout mettre. Le premier qui fait 7 à 5 mm. Le C, donc là, il y a tous les échantillons. Donc là, ils sont résumés. Hop. Donc là, on retrouve, pareil, la même composition. Et là, ils ont utilisé un spectromètre de masse. Donc là, ils font les pics d'amplitude. Hop. Donc, ils disent, on peut tirer 2 conclusions de cette micro-analyse. Les éléments trouvés par l'analyse chimique quantitative, aluminium et magnésium, sont également détectés en concentration importante par le micro-analyseur ionique. Donc là, il y a moins de zinc. Nous avons détecté d'autre part la présence, là, ils ont un peu de césium. Comme nous l'a montré notre étude d'analyse chimique, les échantillons considérés sont conçus essentiellement d'aluminium et de magnésium. Donc, ce que c'est dans la nature, on ne trouve pas à part des échantillons purs comme ça. Il faut que ce soit créé par l'homme. Et le problème qui va se passer par la suite, c'est qu'ils disent on trouve ces deux éléments à l'état métallique au cœur des particules. Ils sont également présents sous forme d'oxyde dans la couche superficielle.
Il semble raisonnable de penser que les échantillons acquis leur forme et leur structure à partir de la fusion du métal à une température élevée. La solidification des gouttes de métal fondu s'est vraisemblablement produite au contact du sol où les débris ont été recueillis. Une question importante se pose évidemment, d'où viennent les échantillons et quelle était la nature exacte du métal avant la fusion? Le scientifique se refusera à donner une réponse de la première question, faute d'éléments objectifs. La deuxième question peut trouver des éléments de réponse en considérant que le diagramme d'alliage aluminium-magnésium, ce diagramme indique les phases d'équilibre de l'alliage en fonction de la concentration et de la température. L'alliage, donc là c'est le deuxième fragment, aluminium-magnésium à 5% de magnésium se solidifie vers 600 degrés. La phase liquide collexie jusqu'à 570 degrés environ avec une phase solide qui est constituée par une solution de magnésium d'aluminium de structure cubique à phase centrée. Donc là, il explique un peu le métal, comment ça se comporte pour ceux qui veulent le savoir. Donc il semble donc en conclusion que le premier alliage, hop, donc ça c'est le rapport, on va sauter les photos, hop. Donc le premier alliage à faible concentration en magnésium puisse correspondre à la fusion d'une pièce d'alliage fabriquée industriellement de main de l'homme, puisque c'est très pur. Pour la deuxième alliage qui fait que 5% de magnésium, il faudrait invoquer une combinaison accidentelle d'éléments simples aluminium-magnésium au moment de la fusion ou toute autre origine dont nous laisserons l'interprétation aux spécialistes OVNI. Un point non élucidé reste cependant la consistance anormalement molle de certaines parties d'éclats métalliques observées à l'échantillon. Donc la conclusion. Nous avons étudié des échantillons recueillis sur le lieu présumé d'atterrissage d'un OVNI. L'examen microscopique indique qu'ils sont formés d'un noyau métallique entouré d'une carapace cendreuse ou vitrifiée oxyde. Il permet de penser que les échantillons ont subi une fusion suivie d'une solidification en milieu organique très oxydant. Là, ils disent ensuite que la microanalyse ionique confirme les analyses chimiques précédentes en détectant la présence prépondérante d'aluminium et de magnésium sans toutefois confirmer la présence de ZEC. L'étude du diagramme AL-MG dans les résultats de concentration par rapport aux résultats des analyses montre que l'une de ces compositions, 5% de magnésium, correspond à un alliage biphasé de nature et d'utilisation courante sur Terre. Le deuxième fragment est plus courant. La deuxième composition, 50% de magnésium, correspond à un point singulier du gramme de phase et ne fait l'objet d'aucune application industrielle courante. Donc c'est très rare. Ensuite, ils nous disent, le 9 mai 1977, Jean-Pierre Honde, secrétaire général du groupement nordiste études des OVNI, me précisait, dans le but d'éviter tout quiproquo, je tiens à souligner qu'il s'agit bien du cas d'atterrissage allégué du 19 septembre 1960 à Ronchey. Au cours de l'enquête, des particules métalliques ont été découvertes parmi des traces calcinées subsistant à l'endroit précis de cet atterrissage et ce sont ces particules qui ont fait l'analyse d'une analyse chimique en novembre 1971. Ces analyses effectuées par le laboratoire de la Chambre des commerces de Roubaix révèlent que nous sommes en présence d'aluminium et de magnésium. Cela ne soulève aucun problème, aucune question particulière, mais outre le fait que les proportions de ces deux constituants ne correspondent à la composition d'aucun alliage industriel, ces deux composants métalliques se sont révélés être exempts de la moindre impureté à la stupéfaction des chimistes. Donc c'est carrément très rare. Malgré l'extrême sensibilité des méthodes d'analyse utilisées, les soins très exceptionnels apportés à la recherche, aucun des 22 impuretés qui polluent la totalité des métaux fournis par l'industrie n'a pu être décelé. Ensuite, en mai 1975, ils ont fait une autre analyse, et cette fois-ci, au spectromètre de masse, cela a permis de révéler que la composition isotopique du magnésium contenue dans ces particules n'est pas la même que la composition isotopique du magnésium terrestre. De plus, il a été constaté la présence d'un ion inconnu sur Terre, en masse atomique 44. Donc là, les isotopes, c'est-à-dire les compositions avec le neutron, les protons-neutrons, ne correspondent pas à du magnésium terrestre. Et ils ont aussi trouvé la présence d'un ion inconnu sur Terre. Et là, ils concluent, s'il fallait une preuve physique de l'existence des ovnis, et s'il fallait une preuve du travail scientifique sérieux réalisé par plusieurs groupements privés français, le voici, cela prouve à quel point la recherche ufologique a besoin de toutes les bonnes volontés et de toutes les compétences. Cette fois, les rationalistes dogmatiques auront bien du mal à affirmer que les témoins de ces cas d'atterrissage ont confondu avec un vol de cigogne. Donc voilà un peu les amis, vous pouvez récupérer ce livre si vous le trouvez. C'est Jean-Claude Bouet qui avait récupéré toutes les données, c'est très intéressant parce qu'on se retrouve avec quand même des petits fragments vitrifiés aussi et d'aluminium et de magnésium et c'est quasiment impossible à produire avec une pureté telle qu'ils l'ont trouvé. Hein.
Ils disent, je me suis renseigné, il faudrait vraiment ça se fait pratiquement, ça se fait pas, je crois d'ailleurs. Il faudrait beaucoup d'argent pour arriver à produire de l'aluminium, du magnésium sans impureté. Donc ensuite, ça a pu être fait qu'une manière industrielle, de pointe, et donc ça ne peut pas être un météore ou quoi que ce soit, puisqu'on ne trouve pas dans la nature. Il faut que ce soit été fait dans l'industrie. Ensuite, le deuxième problème qu'il y a, que j'ai relevé, c'est que le magnésium retrouvé par rapport aux isotopes, il n'est pas d'origine terrestre, on n'a pas de ce type de magnésium sur Terre. Et le dernier élément, c'est qu'ils ont trouvé un ion inconnu avec, je ne me rappelle plus combien il y a de la masse dedans, sur 24, je ne sais plus. Donc voilà, c'est très très intéressant, ce qui serait aussi qu'on retrouve ces fragments et qu'on les analyse. Et ça nous en donne un peu plus, peut-être, sur les matériaux utilisés par ces engins. Donc c'est de l'aluminium et du magnésium. L'aluminium et le magnésium, on sait que le point de fusion est à 600 ou 700 degrés, je ne sais plus. Donc ce qui veut dire que, sachant qu'à de hautes vitesses, le métal fondrait, ce qui signifie que si on atteint haute vitesse, ils ont une forme d'ionisation, il y a quelque chose qui se passe, et ces métaux ne fondent pas, puisqu'on n'atteint pas des températures qui dépassent les 700 degrés. Ce qui veut dire qu'il y a un système un peu comme le MHD, qui d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'entend pas les ovnis qui dépassent Mach 6, Mach 10, alors que les avions à Mach 1 ils font un énorme bruit. Ce qui voudrait dire qu'il y a un système qui permet d'éviter la montée en fusion. Et deuxièmement, pourquoi de l'aluminium et du magnésium? Peut-être pour faire des matériaux déformables, car apparemment il y aurait des mémoires de forme qui seraient faisables avec ce type d'alliage. Donc voilà les amis, allez à bientôt pour une nouvelle vidéo.